Présent. L'enregistrement a démarré. Voilà, donc de manière très explicite. Monsieur Fernez, directeur groupe ressources humaines, mais qui êtes-vous? Alors, je suis un Viennois de 54 ans, marié, un enfant, et j'ai un peu plus de 30 ans de pratique de la fonction RH généraliste dans différents secteurs industriels. Je suis passé successivement par le bâtiment, la fabrication d'enveloppes, le levage chez Potin, les textiles techniques chez Porcher, les capteurs automobiles chez Electric Field et maintenant, depuis avril 2021, la DRH du groupe Gatfossé. Passionné par mon métier. Merci. Franck. Alors Franck, on va parler de démarche référentielle de management global et de coopération. Et on va présenter Gatfossé un peu. Et on va présenter un peu Gatfossé avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc en quelques mots, l'entreprise Gatfossé, qui êtes-vous? Nous sommes une entreprise familiale et indépendante et fière de l'être. C'est une vieille maison, puisque nous avons 143 ans d'ancienneté. L'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père Gatfossé était l'inventeur du principe des huiles essentielles, chimiste, pharmacien, herboriste lyonnais. Et à partir de cette invention des huiles essentielles, on a développé l'entreprise autour de deux activités principales, la pharmaceutique et la cosmétique. Nous produisons et nous développons des ingrédients à la fois cosmétiques et pharmaceutiques, et également des excipients pour le monde de la pharmaceutique, avec une caractéristique pour les deux branches d'activité, c'est le fait que nos produits soient nobles, naturels, et avec des propriétés pour la partie des excipients particulièrement performantes, qui permet un fléchage des médicaments, des principes actifs, et ça dans le monde entier. Donc nous vendons auprès des majors mondiales de la cosmétique et de la pharmaceutique, basés à Saint-Priest, près de Lyon. Dans les deux secteurs, si on zoome un petit peu plus, en fait, vous avez tous déjà consommé du Doliprane, par exemple. Il faut savoir que sur un cachet de Doliprane, vous avez une partie infinitésimale de principes actifs. Et pour porter ce principe actif, sinon il ne serait pas sécable aussi, on utilise un excipient. L'excipient, c'est le support de la matière active. Et c'est là que Gatfossé intervient. On va intervenir sur la voie orale, sur la voie topique, et également sur la voie rectale et vaginale. Le point commun de nos excipients, de tous nos excipients, quelle que soit la voie, c'est le fait d'être à base de lipides, donc dit autrement de corps gras. Et le lipide permet ce qu'on appelle la biodisponibilité et également la libération prolongée. Donc notre excipient va permettre, et je ne rentrerai pas plus en détail parce que ce n'est pas mon métier, mais il va permettre de flécher et par exemple d'aller dire un principe actif, d'aller en voie intestinale ou de se libérer progressivement. C'est la Rolls de l'excipient en fait. La cosmétique, alors c'est un peu différent. À partir d'extraits végétaux ou aussi d'extraits oléagineux, on va aller fournir aux principaux grandes marques, L'Oréal, Shiseido, etc., l'Occitane, dans le monde entier. On va fournir nos bases à base de crème ou d'agents texturants et également aussi une partie active. Tous les produits de beauté que vous connaissez, à un moment ou à un autre, utilisent ce type de produits. Et nous, on est plutôt sur la partie, là aussi, noble, à base d'extraits végétaux naturels. Alors, vous avez une feuille de route RSE. Oui, elle est constituée de 3 piliers. Et j'ai proposé à l'équipe de la mentionner parce qu'en fait, c'est une des genèses en fait, de notre démarche managériale. On a évidemment un premier axe de préserver l'environnement, un deuxième axe de prendre soin de nos collaborateurs. Vous verrez aussi à la fin de la présentation, un de nos motos, c'est People Make Our Name. C'est pas neutre, c'est vraiment quelque chose de présent partout, y compris dans la relation commerciale. On a une notion de soin des collaborateurs et des gens qui nous entourent. Et puis, évidemment, agir en citoyen du monde. Nous avons 14 filiales et nous sommes présents dans le monde entier. Donc, par définition, on a un rayonnement potentiel dans le monde. Et voilà, votre moto, c'est People Make. La moto, qui est quand même assez... Et c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris quand j'ai rejoint Gatfossé en avril 2021. C'est quelque chose qui est ancré dans l'ADN de l'entreprise. Il y a une attention à l'autre, y compris aux clients, y compris aux distributeurs et bien évidemment aux salariés, qui est un énorme moteur, un énorme vecteur d'énergie et de mobilisation, mais on le verra un peu plus tard. Ça peut aussi, à un moment donné, porter certaines difficultés, mais je vais y revenir. Voilà pour Gatfossé. Merci Franck. Alors, pourquoi avoir lancé un tel projet, une telle démarche
D'où vient cette idée? Alors, l'idée, en fait, si on remonte un peu plus loin et si on donne le cadre global, c'est d'abord la création de la fonction de DRH dans le groupe, alors que, entre guillemets, on n'est pas une grande entreprise, hein, j'ai oublié de le mentionner, on fait 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, 340 collaborateurs dans le monde entier et 200 à Saint-Priest. Donc, ce n'est pas une taille critique qui pourrait, à un moment donné, en théorie, justifier vraiment la création d'un poste de DRH. Sauf que, à l'origine, il y a une volonté de la famille, et notamment de Ségolène Moiron-Gros et de son directeur général, Eduardo de Fleury, d'anticiper sur des challenges et des évolutions RH qui nous attendent. Et ça, à partir d'une entreprise de 143 ans. Donc, nous avons 143 ans, mais nous sommes adolescents en termes d'évolution managériale, d'évolution de notre organisation. Et étant en croissance quasi constante tous les ans, on a donc des nouvelles entrées tous les ans, partout dans le groupe. Et donc, on a aussi des enjeux de génération, des enjeux aussi de seniorité importante, puisqu'on ne quitte pas les fossés, ou alors on la quitte à la retraite, avec très faible turnover. Donc, tout ça mélangé, à un moment donné, une prise de conscience de notre gouvernance, et de dire il faut anticiper un certain nombre de choses et nous préparer pendant que tout va bien. Non pas que ça va aller moins bien, mais c'est quand tout va bien qu'on a plus de moyens, plus de sérénité pour transformer des choses et faire bouger. Et donc, un des premiers axes qui m'a inspiré, c'est celui de partir de la chaîne managériale, de la colonne vertébrale hiérarchique, sachant que notre culture d'entreprise n'était pas managériale jusqu'à présent. Donc, c'est ça la genèse du sujet. Okay. Et on parlait d'implicite et explicite. Pourquoi ça ne l'était pas? C'est que, comme pas mal d'entreprises familiales, on a des pratiques qui sont fondées sur les tripes, l'affection, l'affect, l'affection, la proximité, l'émotion. Beaucoup de pratiques managériales qui sont, on va dire, improvisées, entre guillemets, avec le meilleur de soi-même et sa meilleure volonté, mais très disperses, très hétérogènes dans le groupe. Voilà, ça a été ça le point de départ. Super, donc, quand Anne me fait « OK », je comprends qu'il faut que j'accélère un petit peu, en fait. Hein. Non, on va bien. D'accord. Non, c'est qu'elle comprend. Ouais, c'est ça. C'est que ça me semble clair, donc n'hésitez pas à réagir dans la conversation si c'est pas clair. Très bien, donc embarquer les managers, mais alors pourquoi faire du participatif? Pourquoi une démarche participative? C'est une vraie bonne question. Voilà, je vous ai dit, j'ai un peu plus de 30 ans de pratique. Le sujet managérial, je l'ai porté au tout début, avec un modèle très prégnant, celui du groupe Bouygues. Mais le modèle, il était très prégnant, préexistant et extrêmement formaté. Et là, pour le coup, on parle d'explicite, ça ne pouvait pas être plus explicite dans le groupe Bouygues. Mais au bout du compte, au gré des différentes ETI que j'ai traversées, j'ai dû expérimenter aussi le principe de réalité. Et j'ai toute une première partie de carrière où j'ai plutôt poussé des modèles managériaux formatés, préexistants, notamment portés par les posés quelque part aux clients, parce que c'était les meilleurs. J'ai vécu toute cette première partie-là. Le constat que je regarde que je fais avec le recul, c'est que l'imprégnation dans les équipes et le fait que ce qu'on impulse en termes managériels dure et s'inscrive dans la durée, c'est relativement faible quand on fait vraiment du push et qu'on fait quelque chose de préformaté ou top-down. Et c'est là que j'ai rencontré Optim. En fait, la rencontre avec Optim, c'était bien avant, c'était avec Electrifil. Et il y avait, à un moment donné, une autre façon d'approcher les choses. On dit participatif, je me méfie toujours un peu des mots. Au moins, à l'intérieur de ça, j'y mets la notion de co-construction et le fait de dire, alors c'est aussi le mot à la mode d'expérience salariée aussi, on pourrait le dire. Expérience collaborateur. Ou d'approche systémique, si là encore on veut utiliser plein de mots un peu savants. Derrière ça, c'est le fait de dire on est tous dans le même bateau. Voilà, je vais être moins avec des mots savants, mais plutôt de façon heuristique, c'est dire on est tous embarqués sur la question du management. C'est pas seulement l'affaire des collaborateurs, des managers, pardon. Et donc, l'idée, c'est de dire, comme People Make Our Name at Gatfossé, l'idée, c'était de dire, repartons de la base et essayons de faire vivre quelque chose, une création qui soit commune. Voilà, ou une expression commune. C'est ça l'idée. Ok, très bien. Donc, on a vu pour le participatif, mais donc, tu as parlé d'Optim. Tu avais rencontré chez Electrifil à l'époque, mais pourquoi se faire accompagner par Optim? Un accompagnement? Alors, je rassure tout de suite nos auditeurs, je n'ai pas d'action ni de part chez Optim, mais je suis assez enthousiaste par leur façon d'approcher les choses. Il y a un état d'esprit chez Optim. Alors, peut-être ne se prête-t-il pas à tous les sujets, mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un mindset chez Optim de faire justement émerger les choses à partir des parties prenantes, à partir des gens qui sont concernés.
Et c'est vraiment quelque chose qui est très riche et qui est porté par le cabinet plutôt qu'encore une fois pousser un modèle préexistant. Et donc, c'est ça qui m'a plu. Alors après, il y a un affectio societatis avec les consultants qui fait que le courant passe, mais c'est sans doute aussi lié à ça. Voilà, donc c'est ça qu'a fait. Et deuxième point important, l'autre marque importante d'ADN chez Optime, c'est une culture scientifique. Et moi qui ai toujours pratiqué dans des environnements plutôt complexes et scientifiques, que ce soit l'automobile en électronique ou que ce soit le domaine de la pharmaceutique et de la cosmétique, à un moment donné, si on n'a pas cette double approche, ni autrement, si on est un peu trop science molle, c'est comme ça qu'on me qualifie dans la maison, donc, et dans d'autres expériences, et ben, si on l'est trop, on n'arrive pas à trouver les bons codes et les bons registres qui rassurent les gens aussi et qui les mettent en confiance. Et il y a une vraie approche d'ingénierie, de rigueur, d'approche cartésienne, d'approche méthodologique chez Optime qui vient compléter le côté intuitu personae et de repartir de l'expérience des gens. Donc c'est ça qui m'a bien plu. Très bien. Une petite illustration de la démarche participative, peut-être, Franck. Oui, ben, c'est tout simple, en fait. C'est la constitution. D'abord, alors c'est participatif, mais quand même en remettant l'Église au centre du village. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu dans notre questionnaire là, les premiers responsables, c'est quand même bien la gouvernance, la direction générale. On n'en serait pas là chez Gatfossé avec notre référentiel si j'avais pas été porté, poussé, sponsorisé, aidé par à la fois ma présidente et mon DG, et ensuite le comité de direction. Ça part de là. Et si on n'a pas ça, et si on ne fait pas un travail d'exemplarité au plus haut, c'est peine perdue. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que ça ne doit pas s'arrêter là. Et là, ce qu'on a fait avec Optime, c'est qu'on a constitué un groupe de managers, représentatifs notamment sur le site français, et un groupe de collaborateurs. Et là, c'était vraiment nouveau. Et là, pour moi, c'est là où j'ai switché aussi dans ma tête. C'est dire, waouh, on peut aussi s'y prendre comme ça. C'est faire travailler les salariés en tant que collaborateurs sur le management dont ils voudraient bien, dont ils rêveraient, ou le manager qui leur semblerait adapté par rapport aux enjeux et leurs propres attentes. Donc, on a fait travailler ces trois groupes en mode itératif avec Sébastien et Paul et Anne qui ont fait le relais des propositions, des contre-propositions, des ajustements de contenu de notre référentiel sur 4 à 5 séances en tout. Et ça représente tout cumulé 600 heures de travail. Donc, pendant que le CDG, comité de direction groupe, travaillait sur le référentiel, le groupe de management faisait pareil, de managers, et le groupe de collaborateurs aussi. Les uns se sont enrichis des remarques des autres. Attention, on n'est pas dans une démarche démocratique, ce n'est pas un processus démocratique. Les règles aussi étaient rappelées de dire que c'était in fine la gouvernance et le comité de direction qui auraient le dernier mot. Donc là aussi, ne nous trompons pas, on n'est pas en train de vendre un modèle démocratique. C'est pas ça, c'est un modèle impliquant et participatif. Mais c'est ces itérations-là qui ont été très riches en fait. Alors Sébastien, quelle idée d'embarquer les managers? Pourquoi? Pourquoi chez Optime, on prône et on déploie ce genre de démarche? Franck a déjà dit, je pense que l'essentiel, c'est déjà l'approche systémique. Dans le management, s'il n'y a pas de manager, il n'y a pas de management, en fait. Donc, le système dans lequel s'inscrivent les pratiques managériales a comme partie prenante essentielle les collaborateurs aussi. Et nous, on a une conviction chez Optime qu'on expérimente tous les jours, c'est la co-responsabilité dans la relation manager et managé. Les deux sont co-responsables. Une co-responsabilisation qu'on considère comme positive parce que on voit bien ça peut effrayer quand on dit que notre modèle est responsabilisant pour les managers et pour les collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de responsabilisation positive, c'est-à-dire choisie, voulue, attendue. C'est pas se dégager de ses responsabilités, c'est pas se déposer, enfin voilà, imposer des prises de responsabilité, c'est vraiment aller chercher ce dont les collaborateurs ont besoin pour aussi être très engagés, impliqués dans leur travail et puis en mettant des limites. Cette démarche est effectivement cadrée en termes de validation et impliquer les managers et les managers nous engage, nous, en tant que consultants, à apporter des messages. Et c'est ce qui s'est particulièrement bien passé chez Gatfossé, parce que les collaborateurs ont des demandes. Et en général, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des demandes
qu'on leur fasse confiance, en fait. Et il faut qu'on porte ça. Et voilà, et il faut que tout le monde fasse des petits pas. Si vous avez un codir, si vous avez des managers qui sont figés sur les positions, qui n'entendent aucune des demandes des collaborateurs, ça ne marchera pas. Donc là, nous, notre job, il est de faire bouger les lignes et de dire, non, mais ils demandent ça, mais en fait, c'est possible. Ils demandent ça, mais en fait, vous allez voir, ça va marcher. Donc voilà, on a chez Gatfossé parlé subsidiarité. Là, ça a été tout de suite bien intégré et poussé par le CODIR, mais des collaborateurs se sont appropriés le principe. Enfin, je me souviens très bien qu'ils avaient du mal encore à prononcer le mot, et pour autant, ils le voulaient et ils étaient prêts à se lancer dans le sujet. Donc, voilà. Donc, et enfin, donc, nous, ce qu'on a vu sur toutes nos démarches, c'est que les collaborateurs, quand on les implique, ils vont vraiment vous faire un retour constructif. Ils ont des attentes de responsabilisation, de relation adulte-adulte dans le management. Et nous, chez Optim, on pense que c'est essentiel. Hein. Donc voilà, il y a un contrat d'une relation à définir, adulte-adulte. Et puis, on voit aussi quand même que, et là, c'est surtout les référentiels, quand les gens sont impliqués, l'appropriation, ils vont parler à leurs collègues, ils vont choisir les bons mots, enfin le bon vocabulaire, les bonnes tournures de phrases. Chez Gatfossé, la bienveillance, l'écoute, tout ça, c'est essentiel. Il ne fallait pas que ce soit quelqu'un d'extérieur qui allait mettre des mots qui n'étaient pas tout à fait justes, parce que c'est quelque chose de culturellement fort. Donc voilà, ils ont joué sur ces mots-là, et à la fin, c'était leur référentiel. Ils en parlent avec leurs collègues, ils en parlent avec leurs managers. Et ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. J'ajouterais juste une chose, il y a un paradigme en plus saisissant, mais c'est tellement évident qu'en finalement on n'y pense pas. C'est que finalement, quand on est manager, on est aussi le subordonné d'un autre manager. Et que quelque part, qui parmi nous n'a jamais, à un moment donné, dupliqué ou transmis ses frustrations parce que lui-même avait des difficultés de fonctionnement avec son propre chef. Et donc, c'est cette espèce de dynamique qui peut être vertueuse, mais qui parfois elle peut être source de difficultés. Si on n'est pas soi-même bien et à l'aise ou en cheminement de progrès avec la relation avec son chef, comment on peut être de son côté bien et à l'aise dans sa relation hiérarchique? Ça paraît évident, mais il faut le poser et il faut le dire. Et ça a été vraiment aussi chouette. C'est chouette, ça continue d'être très chouette dans le déploiement du projet. Et on est tous managés, effectivement. C'est ça. C'est vrai, c'est ce qu'on a rappelé tout au long du projet, et c'était bon aussi pour les managers de parfois de se décaler, parce qu'ils étaient dans le groupe manager, ils pensaient manager, mais on disait, mais pensez manager là. Comment ça se passe avec votre N+1? Et sachant qu'effectivement, tout le monde est managé. On a été même le directeur général qui est managé par sa présidente. Et notre présidente, elle est managée par ses actionnaires, son board. Donc, quelque part, voilà, on a toujours des comptes à rendre à quelqu'un à un moment donné. Hein. Alors, avant de passer, j'ai vu la question de François, et on y répond juste après. Peut-être le rôle du consultant dans une telle démarche, Sébastien, comment tu le qualifierais? Alors, le rôle, il est à la fois d'accompagner sur la méthode. Je pense que le rythme est important. Là, je pense qu'on a guidé notamment le CDG à avoir des rendez-vous peut-être pas plutôt courts, mais réguliers pour donner du rythme à la réflexion et rester dans la dynamique. Sur la méthode, on s'est beaucoup au début basé sur des auto-évaluations à tous les niveaux. Auto-évaluation, évaluation au niveau du comité de direction générale. On a impliqué la présidente aussi qui a donné son avis. Chacun s'est auto-évalué. Au niveau de tous les groupes de managers, au niveau des groupes de managers, comment les gens se voyaient eux dans leur pratique. Donc l'idée c'était de prendre conscience qu'on avait des priorités, on va dire collectives, et puis et puis en plus on partageait ces évaluations entre les groupes, donc c'était intéressant de voir à la fois quelques écarts, mais surtout une envie commune d'avancer. Et voilà, on a travaillé en mode Word Café pour que les séances soient dynamiques, parce qu'on a quand même été jusqu'à formaliser, écrire des choses quand même. On partagera un exemple, Franck. Voilà, et puis le plus gros du job, on a déjà parlé, c'était de faire le go-between entre les groupes, entre le comité de direction, le groupe manager et le groupe managé. Et donc, essayer. Donc, on apportait, nous, dans les groupes, on les challengeait sur les pratiques, à la fois. Peut-être, on poussait parfois à être un peu plus exigeant, à avoir plus d'ambition sur certains sujets, puis sur d'autres, on disait,
c'est peut-être un peu trop rapide ou pas assez étayé comme proposition. Donc, voilà. Après, je vous le redis, hein, moi, c'est parler de subsidiarité dans les groupes de travail et voir une entreprise qui veut s'engager là-dessus avec des outils de façon concrète, c'est vraiment intéressant. Et donc, voilà. Donc, pendant les ateliers, de l'ambition et du réalisme. Et puis, entre les ateliers, ça ne peut marcher que si tout le monde bouge. J'ai déjà dit, mais voilà, que si le comité de direction entend des choses des managers et des managers et que les managers et les managers entendent aussi et donc ça, c'était le gros de notre... voilà, on va dire ce qui est le plus subtil dans notre approche. Euh, voilà, mais en toute... en, Là, il se trouve que voilà, il y a eu quelques points clés qui ont été apportés, notamment par les managers, des choses subtiles. Hein. Je me souviens du feedback. Ils ont amené des choses en disant OK, on veut bien l'entendre, mais on veut bien pouvoir en demander. Enfin, et là, tout de suite, les managers ont dit bah oui, pourquoi on n'a pas écrit ça? Je peux vous dire qu'après, quand les managers ils voient dans leur référentiel que leur truc là, hyper important est écrit noir sur blanc, voilà, ça crée la confiance. Tu as oublié un troisième rôle, Sébastien, Oui. mais qui est essentiel à mon avis, et qui légitime et qui justifie le recours à un tiers externe dans ce type de démarche. Dès lors que c'est novateur et qu'on ouvre la boîte de Pandore, de laisser s'exprimer des gens qui, a priori, pourraient ne pas être considérés comme partie prenante, par exemple les collaborateurs, eh bien, il faut une sacrée dose de rassurance et de pacification, c'est-à-dire que, et de part et d'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me souviens, Sébastien, parfois il calmait le jeu, et Anne, vous calmiez le jeu vis-à-vis des collaborateurs, ou vous les rassuriez en disant mais si on dit ça, comment ils vont réagir, parce qu'on prête des intentions comme d'habitude, et c'est le symétrique est vrai aussi, côté équipe de direction, mais comment ils ont pu dire un truc pareil? Et là, c'est de rapporter de l'explication, de ramener du sens aux propos, de remettre dans le contexte, etc. Donc, je crois qu'il y a la question, mais tant pis, je suis en train de la massacrer, je la prends d'avance. Si c'était à refaire, je le referais sur ce format-là avec une intervention extérieure, parce que, inversement, faire ce type de processus qui est quand même un peu nouveau et engageant, sans une aide extérieure, ce serait casse-figure. Donc, je ne le ferai pas tout seul. Tout à fait. Alors, justement, le point de départ, et c'est la question de François, finalement, quel est le type, si on peut le typologiser, le type de management de Gad Fossé au départ? Il était plutôt comment? Affect, émotion et science. Voilà. Ok. Donc, c'est les trois, c'est le trépied du management chez Gad Fossé. Affect, émotion, science, avec un intuitu personnel extrêmement présent. Encore une fois, People Make Our Name, c'est tout sauf un slogan superficiel. Gad Fossé est constitué de 340 collaborateurs et c'est 340 personnes. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Et ça veut dire aussi que par exemple, la bonne distance dans la relation managériale, le fait de savoir dire les choses. Vous voyez, ils ont parlé de l'implicite, de l'explicite. Tout ça, c'est des choses, c'est compliqué de les remettre sur la table et de leur redonner une place sans que ça soit vécu comme une trahison du modèle passé. Donc, il est là aussi le cheminement. Hein. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la. Alors, demander si c'était plutôt les fameux types de management directif, délégatif, participatif. On est sur on va dire, je vais utiliser des mots politiquement corrects. On est sur un management patrimonial, vertical. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, pour pas dire pas. Pour pas dire voilà, mais bienveillant, extrêmement bienveillant. Oui, oui. Moi, si je peux le dire, c'est effectivement c'est un management qui était paternaliste bienveillant. Et on voulait pas faire mal aux équipes, on voulait en prendre soin, on voulait qu'ils soient dans de bonnes conditions, et on voulait pas qu'elles prennent des risques qu'on considérait qu'elles ne pouvaient pas prendre. Enfin, parce que c'est un marqueur fort, en fait, hein, et c'est ça qui fait l'engagement des équipiers. Donc, l'enjeu, c'est de ne pas casser le ressort non plus. Voilà. donc, est-ce qu'on a répondu à la question? Ben, François va nous dire, nous dira. Oui, petite info, j'ai désactivé les micros parce qu'il y avait des bruits de fond tout à l'heure, mais bien sûr, on pourra les réactiver hein, sans problème. Et François disait, si l'observation de difficultés dans la déclinaison des objectifs à tous les niveaux de l'entreprise a-t-elle motivé votre démarche? Pas tant que ça, pas en tant que cause première. Ce qui a motivé la démarche, c'est le fait de dire, il y a un premier constat générationnel, c'est-à-dire que du fait des recrutements réguliers qu'on fait tous les ans, partout dans le groupe, on a aussi des nouvelles générations qui attendent quelque chose d'un peu différent par rapport
par rapport à l'affect, par rapport à l'émotion, par rapport à la grande proximité. Ils ont besoin de vision, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de logique, des choses qui tiennent debout. Et qu'on leur dise les choses. Et donc, rien que ce paradigme-là, ça nous confrontait à une réalité et à une nécessité de bouger dans notre style de management. Dit autrement, le management en aimant les gens, ça ne suffit plus, notamment avec les nouvelles générations. Donc, c'est plus ça que la question des objectifs. Mais pour moi, c'est un corollaire, la question des objectifs. C'est que c'est forcément compliqué de gérer par les objectifs dès lors qu'on est dans l'affect, dans l'émotion et dans la personne. Puisque un objectif raté, c'est la personne qui rate, quoi. C'est pas le professionnel, c'est pas celui qui tient la position. Donc, je dirais oui d'une certaine façon, mais pas comme cause première. Ok, très bien. Peut-être qu'on peut regarder un peu, on parle du référentiel, mais illustrer ça, à quoi ça ressemble, finalement, le livrable. Là, je dois dire quelque chose, là, en fait. Oui, il faut que je le décrive. 6 axes. Donc, vous voyez, il y a une caractéristique première, c'est que tous les axes sont reliés les uns aux autres. La définition même des axes, le contenu, on aura un exemple après, je crois, hein. Le contenu des axes, il a été, donc c'est le résultat, la production des 3 groupes de travail, hein. Vous vous rappelez, donc comité de direction, manager, manager. Donc c'est une convergence du travail de ces 3 groupes. Ça, c'est la première. Donc première caractéristique, 6 axes qui sont articulés les uns avec les autres. Deuxième, c'est le résultat d'une convergence de 3 groupes de travail. Troisième, et non des moindres, j'aurais pu la mettre en premier, c'est une approche systémique. On pourrait dire aussi dans le monde pharmaceutique médical holistique. Dit autrement, la réussite de notre management passera par l'adhésion et la compréhension par les collaborateurs. J'y tiens beaucoup parce que combien de fois on met la pression sur notre filière managériale, sur notre chaîne managériale avec presque des injonctions paradoxales, et ils se retrouvent après dans la réalité du terrain à changer parfois, on leur demande de changer de pratique dans un environnement qui n'a pas compris ce qui se passait. Si on ne change pas le terreau, si on ne prépare pas le terreau d'application du changement, c'est une cause d'échec ou c'est une cause de non-pérennité, parce que sinon le naturel, le système, reprend ses équilibres initiaux. Là, on bouleverse ces équilibres du système, donc il faut faire bouger toutes les composantes. Notre référentiel, vous allez le voir après, il est constitué en gris foncé d'attentes de comportement pour les managers et en gris clair d'attentes de comportement pour le collaborateur, quasi symétrique. Toutes les lignes ne sont pas totalement liées, mais il y a une quasi-symétrie. Et pourquoi? Parce que c'est la réciprocité dans la qualité de relation. Le manager étant lui-même aussi collaborateur. Et voilà, donc on est, à un moment donné, on est aussi celui qui est servi et celui qui sert. Donc, voilà, c'est 6 axes du management, 6 axes, on va dire, décrits, formulés, pensés, mâchés, digérés par les 3 groupes de travail, comité de direction générale, manager et manager, qui décrivent à la manière de Gat Fossé des pratiques managériales. Et on verra, nous on présentera tout à l'heure le modèle celui qu'on a nous en tête en arrivant, mais qu'on remet sur l'établi à chaque fois, mais à la fois pour avoir un guide et à la fois pour s'en éloigner, pour ne pas uniformiser les approches managériales. Il y a quand même des spécificités à préserver chez vous. De choses qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a un point qui est important peut-être qui a manqué dans mon explication, c'est que on est en mode participatif et impliquant pour ce qui est de la production du comment, du contenu. Les données d'entrée, elles ont été produites par la gouvernance et le comité de direction, notamment de fait de notre stratégie et de nos enjeux. C'est aussi comme ça qu'ils sont venus les axes. Je vous donne juste un exemple. On grossit, on est sur un schéma de croissance annuelle d'à peu près 5 à 7% par an, et c'est une croissance qui est internationale. On a plus de 70% de notre chiffre d'affaires qui vient de l'étranger. Donc ça veut dire que notre niveau de complexité augmente, la nécessité de travailler en mode matriciel avec les filiales et la maison mère, elle augmente, la complexité augmente. Donc vous voyez, tous ces enjeux-là, c'est des données d'entrée, on les a soumises au groupe de travail pour qu'on soit aussi en anticipation du management nécessaire chez Gat Fossé dans les 5 à 10 ans à venir. C'est un point qui est important aussi, hein. C'est-à-dire on regarde le temps présent, mais c'est aussi beaucoup des attentes qui sont formulées par rapport à une anticipation des enjeux à venir. Le fonctionnement transversal, par exemple, on sait qu'on est loin du compte et on n'est pas au rendez-vous sur le fonctionnement transversal, mais on l'a mis. Donc c'est un signal qu'on envoie dans l'organisation en disant, voilà, il faut qu'on bosse là-dessus les gars. Ça ne va pas se faire demain,
Il faut qu'on s'y mette. Et c'est maintenant qu'on doit s'y mettre. Tout à fait. Alors, on en parlait tout à l'heure, Franck, justement de dire finalement, votre modèle de management GATFOSSÉ, finalement, on verra suite d'Optime tout à l'heure, porté par Optime. On retrouve des éléments qui sont proches. Donc, on pourrait se dire, effectivement, on peut faire des copier-coller et on y va. Et en même temps, le fait d'avoir produit avec les groupes, on arrive quand même à ça. C'est ça. Et en fait, moi, au bout du compte, alors je vais parler comme un vieux, on va dire comme un senior, pardon. Quelque part, en fait, on est juste en train de se dire que la nature fait qu'on revient à travers les échanges sur des fondamentaux humains. Ouais. On est sur la qualité de la relation. Et ces 6 axes-là, on n'a pas inventé l'eau chaude, dit autrement. C'est-à-dire qu'on s'est juste réapproprié avec nos mots et nos phrases, et puis notre façon de l'écrire, etc. On s'est réapproprié des fondamentaux humains autour de la relation humaine, et puis de la relation de responsabilité, d'autorité, de motivation. Et donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve, c'est même un peu rassurant qu'on retrouve le modèle que développait aussi, que développait Optime. La différence, c'est comme tu le dis, Anne, c'est que ça vient de nous, là. C'est-à-dire que nous qui sommes très tripales, c'est pas très français, mais je pense que vous m'aurez compris, on est beaucoup dans la passion et l'émotion, c'est notre émotion qui a fait émerger ça. Donc, c'est ça qui est bien. Oui, tout à fait. Alors, peut-être la déclinaison d'un des axes pour voir concrètement. Feedback et reconnaissance, ça fait partie justement, on ne va pas dire que c'est nos muscles les plus forts, c'est-à-dire et c'est normal parce que si vous vous êtes souvenu de ce que je vous ai expliqué dans notre culture faite de relations émotionnelles et d'amour de l'autre, je pèse mes mots, se dire les choses, ça fait un peu comme une famille, quoi. Hein, c'est-à-dire que on est dans le registre, on est plus des collectionneurs de timbres à l'origine que vraiment des gens qui se disent les choses régulièrement et de façon naturelle. Donc, quand on a posé ça, alors le paradoxe, c'est que notamment nos nouvelles générations, on a un petit peu ras-le-bol et nous le disent en interne, mais quand est-ce que, on n'y va pas par 4 chemins, dis-le ton truc, quoi. Tu vas me le dire, ton truc, et ça sort pas. Et donc là, c'est un vrai travail, et c'est que le début, là. Hein. Et voyez bien la logique, on voit bien cette illustration. Je ne vais pas remettre mes lunettes, mais je me rapproche de l'écran. Être à l'écoute et se rendre disponible. OK, donc ça, c'est une belle injonction vers nos managers. Sois à l'écoute et rends-toi disponible. Si en face de lui, il n'a pas des collaborateurs qui écoutent, acceptent, intègrent la critique constructive comme la valorisation, il va s'user. Au mieux, ça va marcher un peu sur certains, et puis il aura toujours des résistances. Et là, on essaye de gommer un peu les résistances pour faire en sorte que chaque salarié se sente concerné par le succès de son chef. Et à son tour, s'il est chef, ça lui donne envie de faire la même chose. Alors, vous voyez là, cette logique gris foncé, gris clair, c'est une logique de symétrie de système, et c'est plutôt complet. Et ils se parlent, effectivement, ils se renvoient. Hein, j'aime bien le deuxième point qui a été aussi proposé par les managers. Hein, ouais. C'est mon manager ne me fait pas de feedback, c'est OK si moi je lui demande un feedback, en fait. Donc, et voilà. Et donc, il n'y a rien de pire qu'un feedback qu'on impose. Donc, c'est pareil. Hein. Et puis voilà, et alors, souvenir de la discussion, parce que chez GATFOSSÉ, parler vrai, la bienveillance est essentielle. Voilà, cette phrase, je pense qu'on ne la retrouvera dans aucun autre référentiel, elle a été travaillée. C'est quoi parler vrai? Je me souviens de la discussion, mais ça veut dire quoi parler vrai? Parce que c'était évident, tout le monde disait parler vrai chez GATFOSSÉ, hein, je crois qu'on l'a entendu à tous les niveaux. Voilà, ils ont défini franchise, respect et bienveillance. Et chez GATFOSSÉ, ça parle beaucoup. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça parlerait. Une illustration aussi de cette logique, là pour le coup d'exemplarité top-down. Donc, et là, pour moi, c'est un pas significatif dont moi-même j'étais surpris. Le comité de direction, sur proposition de l'Optime, a accepté de mettre en œuvre un 360. Donc, les 10 membres du comité de direction ont fait un 360 individuel et ensuite on l'a débriefé en collectif. Alors, les résultats agglomérés, hein, bien évidemment, moyennés. Mais donc, Optime nous a aidé à animer un 360 pour l'ensemble de l'équipe de direction. Ça n'avait jamais été fait. C'est chaud. Je peux vous dire que le jour de la restitution, on entendait les mouches voler dans la salle, mais petit à petit, ça a été génial, le résultat a été génial. Et en même temps, on s'est entraîné à faire des feedbacks individuels. On continue de s'entraîner. C'est loin d'être gagné, c'est-à-dire que dès qu'on fait retomber un petit peu la pression, on a tendance à rentrer un peu la tête dans nos épaules et puis à pas forcément aller au contact pour dire ce qu'on pense d'un truc, d'une chose. Et donc, on est au travail là-dessus. Mais vous voyez qu'il y a une forme de dynamique. Et encore une fois, je veux pas, moi, faire la promotion d'un modèle qui serait
enthousiasmant de participatif, totalement démocratique et open. Non, c'est pas ça. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Et à un moment donné, le CDG, il dirige, il décide, la gouvernance arbitre et décide et donne la stratégie. On la met en œuvre et il y a un cadre. Il y a des limites de décision et on peut émettre des idées, mais toutes ne seront pas retenues. C'est important hein, que les choses soient claires par rapport à ça. En tout cas, moi, ça fait partie de mes convictions. Alors justement, quel est le niveau d'adhésion aujourd'hui, à tout niveau? Alors, Il y a une question peut-être. Ah, il y a une question. Il y a une question. Une question intéressante, je pense qu'il faut rester par rapport au point précédent de Michel. Par rapport à mon environnement de travail, donc chez Volvo, rien ne me surprend dans vos axes managériaux. Donc la question c'est est-ce que le point de départ, on a un peu répondu, le gars de fossé est assez éloigné de ce référentiel ou une difficulté, un manque de maturité dans le management? Oui. Voilà. Probablement. Et je pense que, alors peut-être ce qui pourrait surprendre, c'est la façon dont on l'a décliné et très adapté sur la responsabilisation, sur la délégation, sur la subsidiarité. Il y a certains points qui sont probablement différenciants, mais qui sont liés à l'entreprise par rapport à sa maturité, par rapport à des choses effectivement. Et après, j'ajouterai une chose, mais là, ça n'engage que moi, c'est mes convictions au gré de ma pratique RH. Sur tout ce qui a trait à la relation à l'autre et au management, à un moment donné, repartir des fondamentaux, c'est quand même pas mal. Parce que d'abord, vous avez des entrées-sorties. Ça, c'est une chose qui fait que les juniors, quand ils arrivent, ils ont besoin, on leur inculque un certain nombre de fondamentaux. Et le deuxième point, c'est que ces fondamentaux-là, on les perd très vite. À l'écoute de nos musiques internes, c'est pas si facile que ça de tenir une hygiène managériale et une hygiène relationnelle. Donc, repartir des fondamentaux, plutôt que de chercher à inventer quelque chose à tout prix, différenciant la différenciation, on l'aura quand on aura déjà bien avancé sur nos fondamentaux et on pourra travailler à la marge sur des spécificités ou sur des approches un peu plus expertes en termes de management. Mais tant que les bases ne sont pas construites ou formalisées, attention, je ne suis pas en train de dire qu'elles n'existaient pas chez Fossé, mais elles étaient hétérogènes et non formalisées. Là, on est en train de les homogénéiser partout dans le groupe aussi, il faut le rappeler, et on les formalise. C'est ça la caractéristique. Il faut que ce soit vécu, incarné, que ça se transforme en acte concret. Et donc, ça correspond après à la question, le niveau d'adhésion. Le niveau d'adhésion, oui, parce qu'on a travaillé avec des groupes. L'adhésion, voilà. Elle est super bonne. Parce qu'il y avait envie, il y avait besoin, et puis il y a une générosité dans cette maison qui est magnifique. Donc, et cette attention à la personne se concrétise là, donc c'est cool. Donc l'adhésion, elle y est. La difficulté de mettre en œuvre régulièrement au quotidien, elle est pour plein de raisons différentes selon les populations. Donc il n'y a pas une seule analyse, il n'y a pas un seul niveau de challenge. C'est différent selon les populations, selon les pays. Mais on est au travail, donc maintenant, il faut avancer quoi, et concrétiser. Alors justement, comment on concrétise, comment on déploie, comment ça se passe en termes de déploiement? C'est une question pour Sébastien ou une question pour moi? Pour les deux, d'abord pour toi, et puis Sébastien complétera. Je fasse attention à ce que je vais répondre alors, parce qu'après... C'est ça. Alors, on a choisi en CDG, d'abord parce que notre charge de travail est importante dans les équipes, donc on voulait quelque chose à la fois d'assez light, le moins conceptuel possible, et ensuite, là c'est moi qui mettais un peu ma touche, c'est de dire il faut vite passer à l'action. Et vite passer à l'action sur des actions de formation individuelle. Il y avait une troisième attente qui était de dire l'idéal, ce serait que le système soit un jour autoporté, donc pour le plus grand malheur d'Optime. Mais c'est le fait de dire, ça aussi c'est un peu le fruit de mon expérience, les modèles de cabinets qui sont tellement protégés avec un trait de marque qui fait que vous signez avec le cabinet pendant les 15 prochaines années et vous ne pouvez pas utiliser leur référentiel sans qu'ils interviennent, ça c'est pas possible chez nous. Donc l'idée c'était de dire qu'on soit dans une logique vraiment d'appropriation avec à un moment donné peut-être l'émergence de formateurs référents, de managers formateurs référents. Donc on est parti là-dessus. On est dans une logique de focus, c'est-à-dire on fait des demi-journées de focus par axe pour l'ensemble des managers. Là, tout le monde y passe. Et le principe, c'est que ces focus doivent donner envie aux managers de travailler tel axe, tel angle, telle zone de progrès. Après, là, on est un peu plus dans du classique, c'est-à-dire que les outils de réponse, ça va être potentiellement du 360 sur du diagnostic, du coaching, de la formation, du co-développement.
Et donc là, on va en profiter pour lancer les groupes de codev de managers. Voilà, c'est à peu près la panoplie qu'on a. Et puis l'utilisation du disque aussi, quasiment de façon généralisée dans le groupe, sans que je pousse de trop, mais c'est là aussi donner envie que ça devienne un peu notre référentiel commun de positionnement de l'énergie de l'équipe. Donc voilà, ça c'est le mode de déploiement. On n'en est qu'au début, hein, puisqu'on a fait un focus pour un axe là, depuis quelques mois. On attaque le deuxième axe à la rentrée et on fera les 4 autres axes l'année suivante. Ça c'est pour le périmètre France. Et dans les filiales, on est en mode de site pilote et puis d'adaptation culturelle. Et dans le déploiement, on voit aussi qu'il y a l'intégration dans les supports d'évaluation, Oui. et de parler aussi régulièrement que. Alors, c'est intégré. Alors, on va loin hein, quand même. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce que dans les primes d'objectifs des managers, il y ait un objectif axé sur un des axes pour 10% de la prime d'objectif. Et fin d'année, on est en train d'y travailler avec Sébastien et Anne. On est en train de travailler à la définition d'une grille de compétences pour asseoir une évaluation sur les 6 axes en fin d'année en entretien annuel. Tout ça pour faire une mesure d'écart et puis définir des plans d'action individuels. Même si ça aurait été un peu amorcé au moment des focus par axe. Ok, très bien. Donc effectivement, une caractéristique hyper opérationnelle. Donc le premier axe qui était l'axe de prise de responsabilisation, je rajoute positif parce que c'est un mot qui fait souvent peur, mais a été déployé en une formation. Alors, il y a quand même eu un déploiement auprès de tous les collaborateurs. Il y a eu J'ai oublié de le dire, des séances de présentation en associant d'ailleurs tous les gens qui avaient travaillé au groupe de travail, hein, Oui. Le comité de direction, manager, manager. Je peux peut-être ouvrir la parenthèse, Ouais. c'est du vécu. Moi, là, j'ai vibré parce que quand j'ai vu ça, là aussi, c'était assez incroyable. Et c'est Optime qui nous a poussé à faire ça. Le kick-off pour l'ensemble des salariés et aussi pour les managers, à un moment donné, il a été co-animé par des membres des groupes de collaborateurs. Donc, on a des collaborateurs qui sont venus devant l'écran pour expliquer le contenu du référentiel aux managers. Et là, vous vous dites, waouh, c'est peut-être un peu trop loin quand même, cette affaire. Mais non, parce qu'en fait, alors d'abord, ce n'est pas tous les collaborateurs des groupes qui ont participé, mais simplement, c'est une mise en énergie et d'un coup, il y a un relief qui ressort qui est absolument génial. Hein. Ouais. Voilà, peut-être si une deuxième caractéristique vertueuse qu'on n'avait peut-être pas mesurée, c'est que quand on fait le kick-off collectif par direction département, on a proposé qu'il y ait un deuxième temps plus en équipe. Et alors là aussi, étonnement, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire que ça peut être aussi un outil collectif. Une équipe peut à un moment donné regarder la roue et décider avec son manager de s'approprier, se saisir d'un axe, d'un sujet, pour le travailler et s'améliorer collectivement. Par exemple, tout simple, la partie faire l'unité engagée, fédérée, motivée, on a eu des équipes qui ont dit, alors chef, écoute, nous on aimerait bien que l'ambiance dans l'équipe et puis que la motivation, elle soit un peu plus avec des célébrations, davantage de moments sympas. Bon, ok, on travaille là-dessus et c'est parti. Donc on peut même y trouver, c'est un outil, hein, donc on peut aussi trouver une déclinaison collective. Une déclinaison collective avec lesquelles les collaborateurs sont quand même vraiment partie prenante. Effectivement, ils sont aussi en attente. Ils sont en attente de voir du concret quand même. Oui. Et ça, ils nous le disent. Hein, on a fait une enquête pour comprendre et essayer d'évaluer leur niveau d'adhésion, de compréhension. Donc les axes, ils les comprennent, même ceux qui nous paraissaient les plus complexes. Et par contre, ils sont dans l'attente forte et action. Oui. Et donc, dans le plan de déploiement, notamment, on a des formations très orientées action pour les managers. Hein, c'est une demi-journée, c'est dimensionné par une demi-journée, 4 heures de formation action où on est en situation en groupe de promo. C'est intéressant, on a des promos qui vont suivre pendant 2 ans les formations pour mettre en œuvre donc le thème essentiel et prioritaire de l'axe. Probablement que vous avez des demandes qui apparaissent et qui vont peut-être prendre de l'ampleur, c'est que les managers disent nous on n'est pas formés, il n'y a que nos managers qui sont formés. Il y a peut-être certains sujets sur lesquels il faudra aller gratter si les managers ne font pas complètement le relais. Mais on voit que voilà, c'est formation extrêmement courte, extrêmement focus, avec un SAV. Donc l'objectif, c'est formation mise en œuvre. Donc j'ai 4 heures de formation
j'ai 3 mois vraiment en me disant si dans les 3 mois, j'ai pas excellé en test, je vais tout oublier. Et j'ai voilà, des consultants qui sont disponibles au téléphone pour échanger. Imaginez Sébastien avec un gros téléphone. Voilà, avec un casque. Voilà. Et donc, le premier axe sur la responsabilisation, comment donc, en lien avec le management situationnel, mais aussi la délégation, la vraie délégation bien travaillée, voilà, bien explicitée, et confier des activités en subsidiarité. Voilà, les managers, ils veulent y aller et ils ont les outils pour et ça fonctionne. Maintenant, le point clé toujours du déploiement, c'est d'entretenir la dynamique. Et on voit le codir de temps en temps. On leur dit, si vous ne faites pas ça, les équipes en dessous l'attendent, elles vont le faire. Et donc, c'est toujours remonter en disant, remettre la petite touche au niveau du codir. Si vous ne le faites pas, c'est mort. On parle de délégation correcte. Vous en parlez à vos N-1, il faut que vous soyez comme ça, exemplaire avec eux pour devenir absolument exemplaire sur la délégation. Donc voilà, ce sera du temps de... C'est de l'attention essentiellement, sachant qu'on a fait très très court pour permettre aux équipes de pas avoir l'impression qu'on en rajoute. Moi, je préfère d'avoir 4 heures de formation et qu'à la fin, les gens disent « Waouh, c'était trop court ». C'est le cas, en fait, en plus. Et sur un sujet. Donc, sur un sujet. Focus sur un axe. Sur un axe. Donc, c'est trop court, mais il y a le SAV derrière. Appelez-nous et pour votre situation, on la met en place. Et on crée la dynamique et on y va. Et ça, effectivement, on le suit dans le temps. C'est pas juste sur un déploiement massif, one shot, mais on y va. Une fois qu'on s'est dit tout ça, Franck, alors tu as commencé à répondre tout à l'heure, mais si c'est à refaire. Je referai. Et je referai avec Optime. Voilà, c'est ce qu'on avait prévu. Donc, C'était bon. la minute de pub. Merci. Non, je le referai de la même façon. Mais c'est une vraie prise de conscience, y compris pour moi en tant que praticien, encore une fois. Enfin, je pèse là aussi mes mots. Je pense qu'on s'achète, entre guillemets, une garantie de pérennité et d'inscription dans le temps dès lors qu'on part du fond et on part du vécu des gens. Et donc ça, c'est vraiment une énorme leçon professionnelle pour moi. Éviter l'injonction, quoi. Et donc, s'accompagner d'un cabinet pour construire sur cette base-là, c'est essentiel. Je le referai. Il y a une chose peut-être que je ferai un petit peu différemment, ou plutôt, je ferai davantage. Là, on avait constitué un groupe de salariés, de collaborateurs, j'en aurais fait plus. Parce que ça a été tellement génial de leur demander, de les mouiller, les impliquer, qu'un seul groupe de travail, c'était peut-être... Mais en fait, on a fait un parce que c'était déjà un tel changement et un tel changement de paradigme que c'était bien. Mais si c'était à faire, oui, j'élargirais encore la base, la plateforme, et voire même peut-être le nombre de groupes de managers. Faire davantage du participatif élargi à davantage de monde sur la démarche. OK. Et puis, dernière remarque, on s'était noté ça et c'était important. Il nous attend, il y a un autre volet du projet qui est super important, c'est l'insertion dans nos documents d'entretien annuel, l'insertion et la définition d'une grille d'évaluation. Et là, c'est un vrai point. Je pense que dans notre communication, dans la façon dont on a expliqué le programme qu'on a lancé, etc., auprès des salariés, on aurait dû peut-être davantage insister là-dessus. Parce que là, on va apporter un élément supplémentaire auquel ils ne s'attendent pas nécessairement. Ou alors, même si on l'a dit de façon trop light. Donc, quand ça va arriver et que dans la relation assessment entre le hiérarchique et le subordonné, qu'on va voir arriver chez un manager cette grille de comportement observable, de compétences observables, ça va être encore un virage. Donc voilà, si c'était à refaire, je pense, et on est d'accord, je crois, là-dessus, avec Alexandre, peut-être un tout, sans faire peur, parce que le problème, c'est ça aussi, hein, c'est que si on met trop le flag là-dessus, ça peut crisper vachement, alors que c'est pas le but. Donc voilà, peut-être travailler davantage la communication pédagogique autour de la démarche d'assessment. Ok, très bien. Sébastien, le modèle... Alors le modèle Optime, peut-être de dire d'où on est parti nous aussi sur notre réflexion, puisqu'on a nous aussi travaillé et on le fait en interne aussi, hein, ça s'applique à nous, voilà, ce qu'on fait dans les entreprises qu'on accompagne. Donc le modèle Optime, il est basé sur des fondamentaux qui semblent peut-être pas révolutionnaires. C'est le partage du sens. On est convaincu que
c'est essentiel, c'est la porte d'entrée pour beaucoup, mais c'est pas la porte d'entrée pour tous. La performance et la compétence, voilà, à bien dissocier, à rechercher, à développer. Un point qui émerge et qu'on met de plus en plus en avant, c'est la coopération. La coopération au sein de l'équipe, la coopération entre équipes, la coopération avec les parties prenantes externes. Un point clé qui est la prise de décision. Moi, j'ai encore trop d'entreprises où j'entends que la prise de décision est quelque chose qui est réservé aux managers. Si vous avez des gens qui ne prennent pas de décision, bah déjà, vous faites des goulots d'étranglement et vous êtes sûr que vous allez développer des risques psychosociaux parce que les gens ont besoin d'autonomie, de prendre des décisions à leur niveau. Donc, cette prise de décision, elle concerne les managers et bien sûr, mais surtout pas que. Et on va voir comment on pense que le manager doit agir sur cette prise de décision. Et bien sûr, il y a toujours besoin, et ce n'est pas que financier, loin s'en faut, de reconnaissance et de solidarité dans l'équipe. Donc nous, dans cette boussole du management, qu'on appelle boussole du management et de la coopération maintenant, parce qu'on pense que c'est à la fois le manager qui fait coopérer son équipe, à la fois le manager qui coopère avec ses pairs de son équipe à lui, avec les autres managers de l'entreprise, et puis qui coopère avec le reste du monde. Voilà. On va dire que c'est les 6 axes qu'on ne retrouve pas exactement dans le référentiel que nous a présenté Franck, parce que ça a été, les périmètres ont été modifiés, mais logiquement, tout y est quand même. Oui. Et alors, on se dit que dans cette boussole du management, il y a les prérogatives du manager en tant que manager. Le manager, il est là, son job, c'est d'orienter sur le partage de sens, par exemple, c'est d'orienter, donner le sens. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas aller le chercher, mais lui, son job, c'est d'orienter et donner le sens, et notamment le sens partagé avec, au niveau de l'entreprise. Sur la performance, il organise, il pilote l'amélioration. Bien sûr, sur la coopération, il la favorise dans l'équipe et entre équipes. Sur la prise de décision, en tant que manager, il l'encourage, il la valorise, la prise de décision. Et puis sur la reconnaissance, bien sûr, il a un job essentiel de reconnaissance des contributions, même s'il n'est pas le seul, et de favoriser le climat de confiance. Et sur les compétences, c'est pas lui qui forme ses collaborateurs surtout. Il est là pour soutenir le développement, d'aller chercher les moyens les plus adaptés, avec Franck, avec la RH, avec ses collègues, pour développer les compétences de son équipe. Donc ça, en bleu, c'est dans notre boussole du management de la coopération ce qu'on attend d'un manager. Et puis en orange, c'est ce qu'on attend aussi du manager, parce que lui, il fait partie de cette équipe, et qu'on attend de tous les membres de l'équipe. Donc voilà, c'est la réponse, l'indispensable co-responsabilité dans la relation. Si le manager ne fait qu'organiser, piloter l'amélioration et qu'il n'agit pas de manière efficiente et qu'il ne participe pas à l'amélioration continue, il manque une jambe. Et c'est ce qu'on attend aussi de tous les membres de son équipe. Si le manager organise, pilote l'amélioration, mais que les collaborateurs n'ont pas conscience qu'ils doivent agir de façon efficiente et participer à l'amélioration continue, ça ne va pas marcher. Donc voilà, ces flèches oranges, elles représentent vraiment la part commune des managers et des managers sur tous ces axes avant qu'on appelait que des axes de management et maintenant qu'on appelle vraiment des management et coopération dans l'équipe et au sein de l'équipe. Donc voilà, sur le sens commun, autant le manager donne du sens, autant tout le monde, bien sûr. Quand on décline, on peut décliner davantage, parce qu'autant chacun peut aussi se mettre en responsabilité de rechercher le sens, de se faire expliquer le sens, de trouver le sens. Bon, on peut afficher des choses comme ça, mais en tout cas, notre approche, elle est vraiment pour que tout le monde prenne sa part et aille chercher les infos comme ils peuvent, comme ils sont en droit, et de l'écrire aussi. Et je pense au référentiel manager Gasfossé,
d'écrire ce qu'on peut attendre d'un manager et ce qu'on peut attendre d'un collaborateur, bah, ça permet aussi aux uns et aux autres de s'appuyer sur un truc. Et notamment chez GatFossé, les collaborateurs peuvent aller voir leur manager. Attends, j'ai vu dans le référentiel que je suis censé pouvoir te demander un feedback. Donc, ça fait 3 fois que je te le demande, tu n'as pas le temps, mais c'est écrit là. Donc, donne-le-moi le feedback dont j'ai besoin pour comprendre et pour avancer, quoi. Ça met en exigence en tout cas. Et effectivement, je rebondis sur la question de Michel tout à l'heure, de dire finalement, je veux dire quelque part, rien de surprenant. Tu disais, on n'a pas réinventé l'eau chaude, évidemment. La nouveauté, nous, on est reparti, on a revu en fait notre modèle de management en se disant effectivement, le point de départ, c'est il y a manager parce qu'il y a une équipe. Si on veut une équipe qui soit performante, responsable et épanouie professionnellement, il nous faut un manager mobilisateur et responsable. Donc voilà, la nouveauté, là, ce qui a été apporté, c'est effectivement de dire comment je mets mon manager en situation de réussite et comment aussi je le mets en exigence et je nous mets tous en exigence pour réussir le management au sein de l'entreprise, qui n'est pas qu'une affaire de manager. Qui n'est pas qu'une affaire de manager et qui concerne aussi exactement, même s'il faut peut-être prendre le temps de le décliner, les managers transverses. Oui. Voilà, les chefs de projet, les directeurs de projet, il y en a de plus en plus, heureusement, on a besoin, se retrouvent aussi dans cette relation de management et de coopération. Et là, on a des relations effectivement peut-être un peu plus complexes entre un manager hiérarchique, un chef de projet, un collaborateur, mais qui doivent être basées sur les mêmes bases, justement, de cette boussole et qui fonctionnent aussi avec ces attentes de tout à chacun et spécialement d'un manager leader de la relation. Ok. Alors, en synthèse, Sébastien, comment on fait ça dans une entreprise? Quoi, les grandes étapes clés de notre accompagnement optime? J'allais dire pour construire, déployer, les points d'entrée peuvent être divers dans les Alors, les entreprises points qu'on d'entrée accompagne. sont divers. Chez Optime, on n'a pas de démarche qu'on cale et qu'on redéveloppe et qu'on reprend. On ne fait pas de copier-coller de nos plans d'action. Donc, autant cette boussole, pour nous, c'est un point d'entrée. Et puis, vous voyez, on la reconstruit parce qu'on se dit qu'elle n'ira pas exactement avec la bonne finesse dans l'entreprise. Et autant les démarches, elles peuvent être complètement variées. Pour autant, on peut dire, pour être très schématique et sans rentrer dans les détails, qu'il y a 3 étapes clés. Et la première, elle est essentielle, elle est toujours d'identifier les enjeux de coopération et de management pour l'entreprise. Voilà, il n'y a pas 2 entreprises qui ont les mêmes enjeux. Aujourd'hui, en 2023, pour GatFossé, quels sont les enjeux? Ce n'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans et ce n'est pas les mêmes que l'entreprise d'à côté. Donc, Franck nous les a présentés. C'était important de partir de là. Donc pour nous de connaître, de comprendre et de prioriser. Oui, c'est important. Il y a des axes qu'on a moins travaillé que d'autres. Il y a des axes que Franck avait déjà travaillé les 2-3 années précédentes, je pense à la reconnaissance notamment, qui montrait que voilà, les gens, ils avaient vu une évolution, ils savaient ce que c'était. Pour autant, on les a gardés dans le référentiel parce que ça reste la base et il faut l'entretenir. Et il faut pas, voilà, donc c'est nos acquis, ce qu'on veut préserver. Mais en tout cas, les enjeux de coopération et de management pour l'entreprise qui sont bien souvent liés à la transversalité, comment j'arrive à confier, à développer la montée en responsabilité des équipes et des managers, souvent ces sujets-là. Mais voilà, ça dépend des entreprises. Donc cette première étape, il faut la faire, il faut prendre le temps de la faire et d'être d'accord sur le constat. Ça ne changera pas peut-être forcément beaucoup la méthode et la démarche derrière, mais ça changera les priorités et les axes d'accroche et ce qui fera qu'on embarquera les équipes ou pas. Si vous embarquez des équipes sur des sujets qui ne les concernent pas, et s'ils ne vont pas venir au deuxième atelier, ils sont tous venus à tous les ateliers quand même. Oui, ouais. Ouais, ça, c'est un bon signe. Voilà. Ensuite, eh bien, soit c'est un périmètre qui est assez global et on se dit qu'il faut travailler sur l'ensemble et donc il y a un travail sur l'ensemble du référentiel de management et de coopération, soit effectivement on peut focuser sur un axe particulier,
sur l'axe du feedback, par exemple, sur l'axe de la délégation. Il y a plein de sujets qu'on peut prendre un par un. En tout cas, nous, ce qu'on préconise, c'est une démarche participative, direction, manager, manager. Il y a un exemple que je voulais citer chez Gatfossé quand même, quand on parlait de responsabilisation des équipes. Les équipes, en atelier, ils nous ont dit, mais et les managers, collaborateurs disent d'accord, pendant le Covid, en fait, on a dû bosser tout d'un coup différemment. On a dû prendre des décisions qu'on ne prenait pas d'habitude. En fait, on a été en subsidiarité. Et on l'a fait. Et les managers ont dit, bah oui, en fait, on leur a fait confiance et on a bien fait, on a eu raison. Et aujourd'hui, ils reprennent, et voilà, c'est des choses qu'ils ont pu se dire et s'échanger et intégrer dans le référentiel. Ouais. Donc voilà, donc cette co-construction, elle est importante parce qu'elle donne du sens, elle donne des repères et elle fait écho à des choses que les gens ont déjà vécues. Et on l'a vu, hein, donc je ne vais pas revenir sur cette démarche de co-construction, mais 3 niveaux, ça me semble essentiel, hein, direction, manager, manager. Et puis bien faire, voilà, et puis peut-être dans les managers, quelques managers qui sont dans le groupe des managers, donc qui viennent en tant que managers. C'est ça. Voilà. Et puis parfois, les surpris aussi vont plus loin que ce qu'on attendait. Oui. Bah oui. Ils sont très demandeurs de. Nous, on veut être responsabilisés, on a envie de. C'est ça. Et à nous de rester ambitieux et réalistes par rapport à ce que la maturité de l'entreprise et puis la possibilité. La dernière étape qui se fait pas forcément, enfin voilà, qui est sur le très long terme, là pour le coup, si on veut que ce soit enraciné, c'est bien l'appropriation, la déclinaison opérationnelle au cœur de l'activité, hein. Le but, c'est mettre en acte le référentiel, mesurer, améliorer. Donc ça va prendre voilà 2 ans chez Gatfossé. Au moins. Très bien, c'est acté dès le départ. Voilà, on l'a dit, Donc à la fois il y a de l'impatience des équipes en disant et à la fois voilà, quand elles doivent se déployer un axe, elles trouvent que c'est complètement réaliste et à la fois voilà, c'est un changement en profondeur qui est vraiment attendu. Enfin, en tout cas chez Gatfossé, c'est clair que s'il se passe rien en 2 ans, ça va être déceptif. Voilà, donc on est déjà bien parti et bien en dynamique. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas changer non plus dans la précipitation. Enfin, en tout cas, le projet de Gatfossé, Franck nous l'a dit, on n'est pas dans l'urgence, on va bien. On veut juste en profiter maintenant parce qu'on voit qu'il faut qu'on ait bougé dans 5 ans. Que dans 5 ans, si on n'a pas bougé, on aura perdu un avantage. Voilà, ça sera encore un peu plus compliqué. Donc on n'est pas en mode stress. Par contre, il faut quand même mettre un petit peu de pression de ramener le sujet parce que sinon tout le reste prend le dessus. Donc voilà, il faut effectivement bloquer les agendas, faire ses promos, se donner des rendez-vous, se donner envie. Voilà, c'est vrai que c'est un projet comme ça qui est porté par l'envie. J'ai même parfois ressenti de l'enthousiasme, hein, et c'est vraiment agréable. Voilà, on voit que les gens ils vont avoir tendance à passer à autre chose parce qu'ils sont pris par le quotidien, mais ils y reviennent toujours avec envie et en se disant oui, il faut absolument que je le fasse. Donc voilà, déploiement, voilà, c'est l'essentiel du déploiement. Ce que je disais, hein, j'aimais bien avec les groupes de travail qui parfois chipotaient un peu, à mon sens, et je leur disais, mais si vous voulez, on passe 2 ans à le faire, votre référentiel. Je préférerais mieux qu'on passe 3 mois, quoi. Et parce que le message qu'on portait aussi, c'est que ce référentiel, c'est pas la fin. Il y a de l'amélioration continue à mettre sur ce référentiel. Dans 2 ans, il y a des choses que vous allez vouloir faire évoluer. Vous allez changer des points clés d'un axe que vous allez mettre plus en avant. Vous allez changer les compétences que vous allez penser nécessaires de devoir développer. Et ça, c'est la vie. S'il ne se passe rien sur votre référentiel pendant 5 ans, il est mort. Voilà, parce que c'est peut-être ce qui chahute le plus notre ADN, parce que si on se ramène au contexte et puis à la culture d'entreprise, le monde pharmaceutique et aussi cosmétique fait on s'interdit un droit à l'erreur par définition à travers nos produits. Voilà, on ne vit pas avec un droit à l'erreur. Et du coup, ça c'est très influençant dans le comportement aussi et dans la relation. Et du coup, ça devient une bonne raison de ne pas faire ou d'attendre que les choses soient parfaites avant de les faire. Et là aussi, on est au travail, hein.
Bon, c'est aussi en posant les choses et en écrivant les choses qu'on se rassure aussi, en se disant finalement, c'est des boucles courtes aussi. Il faut avancer sur des boucles courtes. Donc l'objectif, c'est de passer à l'acte. C'est de dire, il y a le référentiel, C'est ça. mais c'est pas une fin en soi. Et puis, Une fin en soi, y compris dans la relation, on est tous imparfaits, donc on avance de façon, certes imparfaite, mais on avance quand même. Ok. Et peut-être aussi pour conclure sur cette démarche, et il faut en avoir conscience, toute démarche d'amélioration qui suscite un peu l'enthousiasme suscite des attentes fortes. Et là, une fois que vous avez lancé la machine, les managers sont en attente, le codir est en attente, les collaborateurs sont en attente, donc Franck est sous pression. Totalement. En synthèse, Ça se voit. et on doit tenir qu'une chose. Bon, merci Franck pour ce témoignage. Merci à Peut-être vous. on peut prendre quelques minutes de questions-réponses si vous avez des questions à poser, soit en direct en activant le micro, soit dans la conversation, des points d'éclaircissement. Toujours le premier qui est Ouais. là. De lancer le... Pas de questions. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'on a été très clair? Moi, à la limite, j'aurais envie de poser une question aux participants. Merci. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous paraît théorique? Est-ce que ça vous... Voilà, comment vous... À la limite, à défaut d'une question, c'est peut-être plus aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des réactions. Est-ce que ça vous semble être quelque chose de vivable ou de transposable dans vos propres environnements? Voilà. Du coup, là, c'est vous qui devez répondre. Merci, c'est inspirant. Réalisation très pratique. Ok. Alors peut-être qu'en attendant, on peut... D'être dupliqué, oui. On peut peut-être avancer à Delphine. On sent que c'est une démarche qui se vit, en fait, et la raconter, vous y mettez beaucoup d'enthousiasme, mais j'imagine que c'est encore plus fort que ça. C'est prendre le temps aussi de se poser sur ce qu'on fait au quotidien. Et enfin, moi, ce que je ressens, en tout cas, dans dans ce que vous présentez, c'est que ça se vit plus que ça se raconte encore, j'imagine. Oui, c'est pas faux, et c'est vrai que c'est un peu la difficulté de raconter ça comme ça à distance en plus. Mais Dieu sait qu'on a eu des échanges à la fois avec Sébastien, avec Anne, avec Paul Tapp aussi, des échanges passionnés. Et on parlait tout à l'heure d'engagement en temps, il y a quand même, oui, c'est forcément engageant comme démarche. Et puis, c'est vrai que en ce qui me concerne, je suis arrivé avec une sorte de mandat, entre guillemets, de faire bouger les lignes, mais sans provoquer de révolution, puisque tout va bien chez Gap Fossé. Donc, c'était le challenge. Et du coup, il y avait une grosse pression d'enjeu de réussir à être utile. Encore une fois, en essayant que ça dure, c'est un peu mon obsession. C'est pas parce que je suis en dernière partie de carrière, mais quand même, pour avoir vu des choses qui capotaient 2 ans, 3 ans plus tard, alors qu'on était convaincu de faire la meilleure des choses et le meilleur des dispositifs, j'ai depuis une certaine humilité par rapport à ce que je conduis et une exigence de durabilité. Mais du coup, oui, c'est intense. C'est intense. C'est pas une matière qu'on déplace comme ça, quoi. Ouais. Merci, et je vois effectivement inspirant et volonté effectivement et vigilance, réciprocité, implication, pas uniquement des chefs de projet qui managent fonctionnellement chez nous. Merci. La question des chefs de projet, Ouais. on n'a pas trop le temps, mais notamment sur l'axe transversalité, on a un vrai enjeu quand on part d'une culture qui est très verticale, hiérarchique, et dans l'affect. La chefferie de projet, ça peut paraître paradoxal dans le monde de la pharmaceutique, mais on est plutôt excellent, je dirais, dans la chefferie de projet scientifique. Mais dès lors que ça se joue sur des registres de coopération, ou c'est sur des registres interpersonnels, on a beaucoup de mal, quoi. Et le positionnement du chef de projet dans nos organisations, voilà, ça reste très compliqué, quoi. Et quelque part, ce référentiel, il aide aussi, hein, il commence à apporter une contribution. Oui, on les a impliqués dans la démarche. Alors, il y a une question. Quelles difficultés avez-vous rencontrées et que vous avez surmontées?
Il y en a plusieurs, donc c'est compliqué de dire. Le fait d'associer les collaborateurs, en soi, c'était pas une difficulté, mais il y avait des freins. Il y avait des freins et c'était pas gagné. Voilà. Et à un moment donné, on a eu tous un peu peur en se disant, oh là là, notamment les premières initiatives, en se disant, mais si ça capote là, on n'arrivera pas à remonter la pente. Et puis finalement, c'est passé. Donc oui, ça c'est un enjeu, une difficulté qu'on a réussi à passer. Ouais, c'était plus un frein au Et départ. puis, quand même globalement sur le projet, partant d'une culture managériale, encore une fois, qui était pas managériale, qui était plutôt dans l'affect et dans la passion pour l'autre, parler de professionnalisation de la fonction de manager, c'est un vrai sujet, hein, donc, et c'est pas gagné, c'est pas fini, hein. Enfin, encore une fois, je suis très humble parce que on va encore traverser des temps forts, des temps faibles, hein. Ok, dans les freins. François nous dit, je pense que le plus long est la transformation des outils et notamment d'évaluation et leur mise en pratique. Oui. Et ça, par exemple, j'ai une peur à venir, mais alors Sébastien me rassure tout le temps sur le sujet, donc ça va. Mais c'est dire comment ne pas sortir, surtout pas une usine à gaz d'évaluation, quoi. Parce que là, nous, côté RH, enfin, je parle pour moi, mais on a tellement tendance parfois en praticien à pondre des trucs, mais alors qu'ils nous éclatent intellectuellement, mais nos pauvres hiérarchiques, après, ils regardent ça, mais ils se disent, mais qu'est-ce qui lui a pris quand il a. Et quand on se retrouve avec des managers qui font un exercice de façon scolaire parce que c'est trop complexe, trop lourd, c'est raté. C'est raté. Pour moi, l'évaluation, la raison d'être de l'évaluation, c'est que ça aboutisse à des plans d'action, quoi. C'est pas l'évaluation en elle-même. Donc ça, c'est un vrai challenge. Un vrai challenge de ne pas faire de RH-rie. C'est ça. C'est De ça. faire quelque chose d'opérationnel et probablement participation. Ouais. Et support au dialogue. Enfin, le dialogue manager-manager, ça va être vraiment le point d'orgue de cette relation-là, donc qui doit aider. OK. Merci pour ce partage. Quel était le point de départ, l'origine de la demande de construction de ce référentiel? Un indicateur suivi en dérive, par exemple. Était-ce une demande du comité de direction? Sinon, comment avoir réussi à l'embarquer? C'était une demande de notre présidente, Ségolène Moirangros, et de notre DG, à la toute première origine, voire même de son papa, Jacques Moirand, qui a passé le flambeau à Ségolène au moment où je suis arrivé. Donc la cause racine, si je puis dire, c'est ça. C'est-à-dire c'est ce sentiment, mais génial, de dire c'est pendant que le temps est calme et qu'on est dans une success story permanente de 140 ans qu'il faut régler les voiles, qu'il faut ajuster le pont et entraîner les équipes. Donc ça a été la petite étincelle. Après, il y avait un sentiment confus du côté du comité de direction, mais qui n'était pas formalisé, qui n'était pas exprimé, mais de cette nécessité-là aussi de bouger. Mais comme on n'avait pas de culture RH, c'était pas exprimé, donc il fallait réussir à la concrétiser. Donc voilà, ça c'est un peu fonctionné par étage. Et puis, s'il y avait à faire cette espèce de stratification de causes racines, on est piqué aux fesses par les nouvelles générations, quoi. Enfin, c'est juste aussi ça, hein. Et partout dans le monde, ça j'insisterai aussi, ça c'est un constat, mais on sort du sujet. Les effets, et je me garderai de mettre des lettres de l'alphabet comme font certains sur Z, Y, B, W, c'est tellement généralisant, mais quand même, on est confronté à des phénomènes d'évolution générationnelle partout dans le monde, quelles que soient les cultures, qui fait qu'on est obligé de bouger, quoi, parce que les vieilles recettes ne marchent pas forcément comme avant, quoi. Elles ne sont pas garanties. Donc c'est ça aussi, ça nous a piqué par en dessous, je pense. La remise en question, et puis les réponses aux attentes, et qui sont effectivement. C'est ça. Et ce qui fait que le management un peu tribal, intuitif, je t'aime et je t'adore et qu'est-ce que je t'aime, c'est bien, c'est super. Sincèrement, il faut essayer quand même parce que ça a une sacrée valeur. On revient un peu aussi à le soin de l'autre, et ça c'est clé. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, il faut le professionnaliser, quoi. Merci Franck pour ton témoignage. Très inspirant. J'espère que ça. Ta confiance, très agréable à accompagner. Peut-être Sébastien, la minute de pub d'Optime avant de clore ce webinaire? Très rapidement, la seconde de pub Optime, les prochains temps. On va faire une petite trêve estivale. Je crois que certains vont prendre des vacances. Il paraît. C'est pas normal. C'est dans l'air du temps. Vous êtes, nos prochains petits événements, c'est cette formation TOC, les 18 et 19 septembre 2023, sur les fondamentaux de la TOC, avec les outils et méthodes sur le but et les thinking processes, qu'on ne vient pas de voir du tout, je crois que c'est une coquille, animé par Paul Tapp. Et puis des webinaires dès la rentrée.
Alors, voilà, c'est le mois. Donc, un webinaire sur rendre agile vos projets dans un environnement mouvant, donc pilotage agile, hybride et aspect soft skills, le 29 septembre, co-animé par 2 consultants chez nous qui sont des experts depuis de nombreuses années sur ces sujets. Et vous retrouverez Anne, notamment le 17 novembre. Tout à fait. Sur les compétences au service de votre réussite, une démarche emploi compétences et école interne. Voilà, avec le témoignage de la DRH d'Acanea et c'est accompagné d'Emmanuel, voilà, le 17 novembre. Et puis, notre école de consultants en management des organisations, la promo 3 sera lancée en 2024. Donc, il y a encore temps et encore quelques places. C'est des petites promos. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, on forme en métier de consultant. On a dispensé deux premières promos qui ont obtenu un diplôme, niveau 7, titre RNCP, Bac plus 5. Donc ça, c'était les 2 premières promos. Et voilà, on est assez reconnu sur ce créneau. On est passionné de nos métiers, on a envie de le transmettre. Voilà. Donc, on le fait. On passe à l'acte aussi, nous. Merci. Merci beaucoup. À toutes et à tous de votre attention. Voilà, on espère vous retrouver très vite. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, des réactions. On vous souhaite une très, très bonne fin de semaine, un bel été. Et laissez peut-être un petit mot dans le chat. Et puis, si vous pouvez prendre quelques secondes, il nous reste 2 minutes avant 10 heures, dans la conversation, votre évaluation de ce webinaire, ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée.